Péronne occupée est une ville de l'arrière où les Allemands séjournent et se détendent quand ils ne sont pas sur le front, au combat, dans les tranchées. C'est ici qu'ils correspondent avec leur famille, à l'aide de cartes postales principalement. Ces cartes postales proviennent en tout premier lieu des réserves des magasins et photographes, pillés et aussi désertés de leurs occupants. Édouard Souillard, qui a quitté la ville, en sera la première victime. Les stocks épuisés, les occupants en publieront eux-mêmes d'innombrables, en utilisant parfois les clichés existants. Ansicht von Péronne. Péronne, Haute-Platz, janvier 1915. Les Allemands sont sévères, pointilleux. Ils font savoir qu'ils sont les maîtres. Il est recommandé, sous peine d'amende, de saluer réglementairement un officier allemand ou un enterrement. En même temps que la soldatesque prend ses aises, achevant la complète dévastation des maisons qu'elle occupe, brûlant les portes et les fenêtres, les escaliers, les planchers et jusqu'aux chevrons, la population civile se voit réduite en esclavage. Les Allemands exigent que tous les habitants travaillent pour eux et qu'aucun homme valide ne reste oisif. Dans les campagnes, tous les hommes, femmes et jeunes filles conservés sur le front sont aux travaux forcés, à peine rétribués de quelques sous par jour. Fassol. Semaine du 15 au 21 janvier 1915. Série d'arrestations. C'est une semaine fertile en incidents, où la police allemande arrête et séquestre les gens à tort et à travers. Monsieur Léon Quentin, pharmacien, est la première victime. Manquant de papier d'emballage, il pense en trouver à l'imprimerie, fermée depuis l'arrestation de son frère, Monsieur Eugène Quentin. Muni de la clé, il entre tranquillement par l'une des portes. Il se trouve en présence d'un des sous-officiers, logé là-dedans, qu'il arrête et le conduit à la commandanture, où il est séquestré 3 heures, interrogé et soupçonné d'espionnage et de complicité. Enfin, ayant pu se disculper, on le remet en liberté, mais on lui prend la clé de l'imprimerie qu'il possédait. Fassol. Messieurs Babar et Caille ont leur tour. Après plusieurs jours de séquestrations au secret et d'interrogatoires, ils sont comme monsieur Eugène Quentin, déportés à Saint-Quentin. Mais les Allemands ont la hantise de l'espionnage poussé à l'absurde. Ils arrêtent un matin vers 7h moins le quart un petit bonhomme de 11 ans. C'est l'enfant de cœur qui vient servir la messe de monsieur le curé. Et il faut que ce dernier se démarche pour qu'on le rende à sa famille. Fassol. Le collège est utilisé par les Allemands comme prison. Il n'y a pas de lit. Les prisonniers dorment sur la paille. Il y fait très froid, surtout en cette saison, et la nourriture est très sommaire. C'est pendant cette période de renforcement de sévices qu'arrive à Péronne une colonne de jeunes gens venant de Lequesnoy et environ, au nombre de 196. On les enferme au collège avec les autres, et c'est grâce aux quelques quignons de pain qu'ils ont dans leur musette que nos pauvres prisonniers de la région ne meurent pas de faim. Fassol. Ce que l'on croit savoir des événements de la guerre vers la fin du mois de janvier 1915. Cette mauvaise nouvelle d'un échec de nos troupes à Soissons est fort discutée et met aux prises les optimistes et les pessimistes.
Ces derniers sont ceux qui se laissent influencer par ce que raconte la Gazette des Ardennes, journal rédigé en français, mais confectionné par les Allemands, ce qui nous est d'autant plus suspect que nous l'avons déjà pris plusieurs fois en flagrant délit de mensonge. Les optimistes se rejettent en bloc toutes les nouvelles de sources allemandes, mais ils s'exorcent de lire entre les lignes ce que l'ennemi veut leur cacher. C'est devenu un sport entre personnalités marquantes que de percer le mystère de ce qui se passe au-delà du secteur où nous sommes enfermés. Fassol. Péronne, Nord-Frankreich, 9 mai 1915. Cher Albert, Frida et cher beau-père, recevez mes salutations amicales. Ludwig. Mars 1915. La fin de l'hiver est dure à passer pour les malheureux et ils sont légion. Dure surtout pour les évacués des villages du front, arrachés à leurs maisons en costume d'été et qui grelottent devant leur foyer sans feu. Il n'y a plus de charbon, ni de coke pour les civils. Tout est réquisitionné par l'ennemi. Et l'on voit chaque jour des gens s'en aller qui avec une scie, qui avec une serpe, rapportant un fagot de bois vert qui leur donnera plus de fumée que de chaleur. D'autres, moins délicats, font ce qu'on reproche aux Allemands de faire. Ils brûlent tout ce qui leur tombe sous la main dans des locaux mis à leur disposition. Pour se procurer la nourriture quotidienne, toute fierté, tout respect humain sont bannis. On voit des personnes, autrefois aisées, faire n'importe quoi, accepter de rudes ou basses besognes, pourvu qu'il en résulte un supplément de vivres, ou quelques rétributions qui permettent de faire bouillir la marmite. Et puis, il y a toujours les débrouillards qui vivent aux dépens du voisin et ne se gênent pas pour chaparder. D'autres, hélas, font bien pis. Ils aident l'ennemi, trahissent leurs compatriotes, dénoncent leurs cachettes. Des femmes, des filles poussées par le vice ou la misère se prostituent et se font entretenir par les Allemands. À celles-là, tous les jours plus nombreuses, il ne manque rien. Leurs amants leur fournissent des petits pains au lait, du charbon, et leur font cadeau de robes et de fourrures qui ne leur coûtent pas cher. Et à part le doyen de Péronne, qui du haut de sa chair stigmatise de temps à autre cet abaissement de la moralité, personne ne s'insurge. On dit, c'est la guerre. Que voulez-vous ? Mais en regard du mal, il faut bien montrer le bien. Pour quelques brebis galeuses, pour quelques lâches égoïstes qui désertent le devoir, la grande majorité de la population montre une résignation et une endurance remarquables. Et dans toutes les classes de la société, du haut jusqu'en bas de l'échelle, on s'entraide comme des frères. Il y a des maisons dont jamais un malheureux n'est sorti sans avoir reçu de secours. Il y a des bons cœurs qui partagent avec plus pauvres qu'eux le peu qu'ils possèdent. Le malheur a rapproché les gens et révélé des dévouements et des héroïsmes insoupçonnés. Fassol. Samedi 24 juillet, une affiche écrite à la main convoque tous les hommes de 18 à 45 ans, lundi prochain sur la place. Lundi 26 juillet, dans la matinée, le garde Jamard publie la convocation affichée samedi. À 5 heures, l'appel a lieu. Il est fait par M. Joseph Marchandise. Un grand nombre de retardataires arrivent à la queue leu-leu. Cela agace les officiers de la commandanture. Sur leur injonction, M. Marchandise avertit qu'au prochain appel, les retardataires seront tous sévèrement punis. Pour cette fois, il n'y en aura que quelques-uns à titre d'exemple. L'appel est terminé à 6h30. Fassol. Cet appel des hommes, imposé par les Allemands, va devenir de plus en plus fréquent.
Mais quelle chance aujourd'hui! Les Allemands n'en profitent pas pour désigner des hommes de corvée. La nuit dernière, forte détonation. Certains affirment que c'est une mine qui a sauté. En tout cas, le grondement a été perçu en direction de Frise. Au petit matin, passage d'aéros, suivi d'une canonnade allemande. Des petits nuages furtifs constellent le ciel, et des shrapnels retombent sur les toits de la rue Saint-Furcy. Les Allemands se mettent à l'abri. Les Péronnais encouragent en silence leur aviateur et contemplent la large boucle qu'il accomplit au-dessus de la ville. L'avion disparaît après avoir lancé une bombe du côté de Flamicourt et qui n'a pas explosé. L'après-midi, grondement sourd dans le lointain Verschaune. La canonnade durera plus d'1 heure. Voilà le quotidien des Péronnais. Les jours, les nuits se ressemblent. Les confiscations et les brimades s'enchaînent. La prison du collège est pleine. Demandez à Drapier. Il vient d'y passer 1 mois. En ces temps d'occupation, la messe du dimanche réunit un nombre très important de fidèles. Fidèles et habitués, bien sûr, mais aussi des fidèles de circonstance rassemblés par ces temps de misère. Depuis la guerre, l'église est toujours pleine, et les femmes des plus farouches anticléricaux sont les premières à communier tous les matins. Fassol. Les Péronnais attendent souvent à la porte de l'église que les Allemands aient achevé leur propre célébration. En tout cas, faire sonner les cloches est formellement interdit, sauf à célébrer sur ordre les victoires allemandes. Semaine du 8 au 14 mai 1915. À la grand-messe du dimanche, 9 mai, Monsieur le doyen montant en chaire annonce de la part de la municipalité que la ration de pain va être de nouveau réduite et que, jusqu'à l'arrivée du ravitaillement promis, chaque habitant devra se contenter d'une livre de pain pour 4 jours. Si pareille communication n'était pas faite dans une église, avec des précautions oratoires par un pasteur aimé et populaire, il y aurait eu une explosion de mécontentement. Pour être différé, les murmures ne s'en produisent pas moins, et l'on entend des réflexions comme celle-ci. Tandis que nous nous serrons la ceinture, il y en a qui mangent du pain blanc, Fassol. De plus, le brignon est détestable, sans levure, au levain fermenté, collant, compact et sans le moisi. Vers le 15 mai, les communes envahies sont informées de la création d'un comité hispano-américain chargé d'aider au ravitaillement de la population, The Commission for Relief in Belgium. Le capitaine allemand Nannerburg et le délégué américain Curtis viennent plusieurs fois à Péronne pour organiser la répartition des envois de la CRB. Péronne, dépendant du district de Saint-Quentin, comprend 5 subdivisions: Atty, Epeuy, Marchelpot, Roisel et Péronne. Monsieur Marchandise en devient le délégué régional. On dit qu'il est nommé préfet. Boucheries et épiceries communales sont créées. On y fait la queue, garnie du minimum, et malgré l'indiscipline et la grivellerie de certains, on ne souffre plus de faim. Dimanche 16 mai, fête de Jeanne d'Arc. Pour achever de relever le moral des habitants, le clergé a organisé une fête de Jeanne d'Arc qu'un décret récent du pape a déclarée bienheureuse. La commandanture n'y met aucune opposition. Pourquoi? Sans doute parce que Jeanne d'Arc a combattu l'Angleterre, qui est la bête noire des Allemands. Jeanne d'Arc paraît populaire chez nos ennemis, qui voient dans Marie Fourré une émule de l'héroïne nationale, et ne se doute pas ou feigne d'ignorer qu'elle a combattu les Allemands du duc de Nassau, et non les Anglais. Cette fête de Jeanne d'Arc
est une véritable manifestation patriotique. Monsieur l'abbé Dubois, chargé de la décoration de l'église, a su si habilement employer les tentures de la Vierge et du Saint-Sacrement que nos 3 couleurs se déploient magnifiquement sur l'autel et dans le chœur. Le sermon de l'archiprêtre Caron, retraçant la triste situation du royaume à l'avènement de Charles VII et sa rapide délivrance, est d'une transparence qui saute aux yeux. Aux vêpres et salut, c'est bien mieux. Comme on ne trouve plus ni cierge ni bougie, Drapier a eu l'idée d'illuminer à l'aide des lampions du 14 juillet et naturellement a disposé ses verres de couleur de façon à obtenir le drapeau tricolore. L'effet étant poignant, moins encore pourtant que l'hymne à l'étendard, chanté par la maîtrise et dont l'assistance reprend le refrain, les larmes aux yeux. Étendard de la délivrance, à la victoire il mena nos aïeux, fils de ses preux, chantons comme eux, vive Jeanne, vive la France. Fa sol. Octobre 1915. Le bruit courait depuis quelque temps que le premier corps d'armée bavarois qui occupe le secteur de Péronne depuis un an allait partir. Et certains escomptaient que c'était un ordre de retraite et que nous allions être délivrés des Allemands. Il n'en est pas ainsi. Les Bavarois changent avec les Prussiens de la région de Souchet et ils ne cachent pas leur mauvaise humeur d'être déplacés. Les drapeaux bleus et blancs ont disparu et sont remplacés par le drapeau prussien, jaune, blanc et noir. On entend les fifres et les tambours, les chants ne sont plus les mêmes, les soldats jouent de l'accordéon. On remarque aussi la jalousie et même la haine qui existe entre les Bavarois et les Prussiens. Des rixes sont journalières. Les officiers prussiens ont plus de morgue, plus de raideur dans le service que leurs prédécesseurs. Ils exagèrent entre eux les marques de respect qu'ils se doivent et ils se montrent exigeants à l'extrême pour celles qu'on leur doit. Il faut voir un officier donnant ses ordres à son ordonnance, et ce dernier lever la tête, taper du pied, et répondre des yavoles à n'en plus finir. Mais le dos tourné, les soldats ne se font pas faute de laisser voir qu'ils détestent leurs chefs à qui ils reprochent de se goberger, tandis qu'eux n'ont rien à se mettre sous la dent. Fa sol. Les Bavarois partent, les Prussiens les succèdent, convois et troupes traversent la ville. En bon ordre, avec armes et bagages, ces nouvelles troupes, fraîchement débarquées du train, remontent l'avenue Béranger. Les Prussiens installés chez nous. Il y en a des bons et encore plus de mauvais. En général, les Silésiens sont plus haineux que les Bavarois, et ils ont encore moins d'usage. Depuis leur arrivée, dans toutes les maisons où il y a des WC, il faut qu'un Français se dévoue pour nettoyer derrière eux. Ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas, soulever les soupapes, et peu leur importe si ça déborde. Pis encore, pour se venger de leurs hôtes avant de partir aux tranchées, ils font dans leurs draps. Il y a des maisons qui, au contraire, n'ont qu'à se louer de leur sagesse, de leur tenue, de leur complaisance. On cite des officiers qui rentrent le soir sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller le propriétaire. Mais on en trouve aussi qui se montrent d'une insolence exagérée. Témoin cet officier, logé chez Madame Joie, qui un jour où Madame Chevaujon était en visite, leur envoya dire de se taire parce que leur conversation l'empêchait de dormir. Fa sol. La ville occupée par les Allemands est dans sa bulle, isolée de la France française. Toutes les informations proviennent de sources allemandes invérifiables. C'est insupportable. Que cache le grondement du canon qui sonne plus ou moins fort, que l'on devine un jour à l'ouest,
le lendemain au sud? Pourquoi ces aéros font une boucle sur la ville et lâchent parfois une bombe? Et puis, sans nouvelles des membres de la famille, des amis restés du bon côté de la ligne de feu, l'imagination s'égare au gré du moral du jour. Mais les Peyronais, prisonniers dans leur ville, en sont certains. Le général Pau, ancien officier à la caserne, qui avait beaucoup d'amis dans la ville, va venir les délivrer. Et qu'ils viennent vite, nous débarrasser de nos malheurs.